Heureux de vous présenter ce voyage qu'on a préparé avec Hervé depuis maintenant 2 ans, hein. C'est un travail de longue haleine qui va nous mener à travers 3 pays. Donc la Serbie, qualifiée de pôle stabilité des Balkans par le Quai d'Orsay il y a quelques années. Le Kosovo, cet État qui va vers l'indépendance. Le Monténégro, hein, les montagnes noires. Le Monténégro qui est le plus grand fjord en mer Méditerranée, l'unique d'ailleurs fjord en mer Méditerranée, et qui abrite 600 000 habitants dans des paysages fantastiques. Et enfin, la Bosnie-Herzégovine, qui est connue de tous, hein, qui faisait partie de la poudrière des Balkans déjà au XIXe siècle et qui a beaucoup fait parler d'elle encore dans les années 90. Alors, moi, je vous propose vraiment de faire un petit voyage déjà durant cette heure et demie pour vous donner goût de participer et puis surtout d'échanger avec moi. Je vous laisserai quelques temps vers 7h15 pour échanger et puis ensuite, nous pourrons eh bien ensemble, dès le mois de juin, aborder plus profondément, plus en amont, toutes ces questions. Alors, mon plan est relativement simple, hein. On verra en première partie cette histoire tumultueuse de ces États et peuples balkaniques, pour ensuite, dans une seconde partie, voir l'histoire tragique du XXe siècle, et pour aborder enfin, dans une troisième partie, cette question de ce qu'on appelle, dans le jargon européen, les Balkans occidentaux, c'est-à-dire dans cet espace ex-yougoslave, eh bien, quelles sont les questions politiques actuelles, et surtout, nous verrons que cet espace ex-yougoslave est tiraillé entre l'Ouest, donc la sphère euro-atlantique, et les puissances de l'Est, qui sont maintenant très nombreuses dans cette région. Et on le verra sur place, hein, l'action, je pense à la Russie, mais surtout à l'action de la Chine, qui développe vraiment à vitesse grand V son énergie, ses transports, ses entreprises. Et derrière elle, des pays comme la Turquie. Hein, la Turquie, ne serait-ce qu'en Serbie, la Turquie qui a installé plus de 800 entreprises, qui est le premier investisseur en Bosnie. Et derrière la Turquie, déjà, l'Iran, les Émirats arabes, etc. Donc des choses qu'on voit, nous, très peu en France, mais qui sont en action là en Europe, puisqu'en Europe, on est à 2 heures d'avion de Paris. Alors, avant de commencer, je voulais aussi dire, j'y étais encore un groupe d'étudiants un peu avant Noël, et la guerre en Ukraine, parce que c'est une question légitime, la guerre en Ukraine a très peu d'impact, n'a aucun impact en tout cas sur le tourisme. Et j'ai pu remarquer au Monténégro, au Kosovo, des gens venus du monde entier, hein, d'Asie, d'Afrique, même d'Amérique latine, ce qui est assez nouveau. Très peu d'impact et un passage des frontières qui était relativement aisé, hein, qui n'a pas changé depuis la guerre en Ukraine. Alors, une histoire d'abord très tumultueuse, c'est l'histoire, en fait, et je remercie Valentine, qui commence à l'Empire romain. En fait, il faut savoir que l'Europe Sud-Est est marquée par des peuplades très anciennes. On a l'occasion durant notre voyage de voir Lepenskivir, qui est sur le Danube, le siège, si vous voulez, d'une civilisation du néolithique, avec de très belles, le musée a été entièrement refait, et de très beaux vestiges du néolithique. Ensuite, cette région a été peuplée de Celtes, et c'est là l'analogie, si vous voulez, avec notre histoire à nous, c'est-à-dire, on le sent dans la musique, par exemple en Serbie ou en Macédoine, on le sent dans la cuisine aussi, c'est-à-dire que les Celtes, hein, qui font partie de la civilisation ouest européenne, hein, en Irlande, en Bretagne, et bien les Celtes ont aussi peuplé l'Europe du Sud-Est. Mais après cette période de Celtes et néolithique, c'est surtout l'Empire romain que vous voyez sur la carte, l'Empire romain qui a façonné vraiment cette région, la Mésie, la Dacie, de part et d'autre du Danube, ont été au cœur de cette région. Et si vous voulez, on le verra, hein, on verra 2 sites romains, celui de Ganzigrad,
est celui de Niš. Niš, seconde ville de Serbie, qui est à l'époque romaine la ville de Naissus, principale, la capitale de la province de Mésie, et pardon, Naissus, qui est le lieu de naissance de l'empereur Constantin, du futur empereur Constantin, le dernier des grands empereurs romains. L'Empire romain qui a laissé une empreinte aussi sur les routes, la fameuse Via Egnatia, la Via Egnatia qui partait de Rome et qui allait jusqu'à Constantinople, passe par la Serbie et le Danube. On verra aussi les vestiges de ce qu'on appelle le limes, vous savez, cette frontière que les Romains avaient habilement développée le long du Danube, c'est-à-dire des fortins de part et d'autre du Danube. Et on a encore des vestiges de ces forts. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de notre périple, le fort de Golubac, je disais souvent au gouvernement serbe qu'il fallait développer ce fort, ils m'ont bien entendu. Golubac, vous verrez, magnifique, après Smederevo, qui est un fort qui a été entièrement reconstruit selon les plans de l'époque et qui est à la confluence entre la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie. Donc une empreinte des Romains que l'on verra aussi, j'allais l'oublier, excusez-moi, mais qu'on verra aussi en Bosnie-Herzégovine, puisque Sarajevo, tout à l'heure qui était une capitale surtout qui est beaucoup marquée par l'islam, un islam ottoman et européen, Sarajevo a été d'abord, avant d'avoir été musulmane, a été aussi une très grande ville de l'époque romaine. Alors, c'est dans ce contexte-là que les Slaves arrivent, les Slaves qui, comme les peuples germains, attaquent par le nord, attaquent toute cette région. Les Slaves arrivent du Caucase à partir du VIe siècle. Certains s'installent dans ce qu'on appelle la Souabe, c'est-à-dire une partie de l'Allemagne actuelle. D'autres s'installent dans les plaines polonaises. Et la troisième grande famille de Slaves, c'est-à-dire les Slaves du Sud. Historiquement, Francis Dvornik estime que les Slaves du Sud, ce sont les Serbes, les Croates, les Slovènes. Mais les Slaves du Sud, les premières tribus slaves du Sud, Serbes, Croates et Slovènes, vont à partir du VIe siècle traverser le Danube et s'installer, grignoter le territoire à l'Empire romain et s'installer au sud du Danube vers jusqu'à la Grèce actuelle. Et on estime qu'au 8e siècle, cette entre guillemets colonisation des Slaves du Sud est terminée, que les tribus slaves du Sud se sont installées tout le long de la ligne donc au sud du Danube, entre les Apennins et le mont Balkan, et c'est là que les Slaves du Sud vont créer leurs premiers États. Alors, ces États de Serbie, de Monténégro et de Bosnie naissent à partir du 8e siècle. À partir du 8e siècle, ce sont des féodalités. Il y a peu de traces encore lorsqu'on va dans ces pays-là de la féodalité, mais il y a une féodalité qui va émerger au 8e siècle. Et dès le 9e siècle, les premiers États serbes. Alors, les premiers États serbes, et ça c'est assez intéressant, les premiers États serbes, ils vont naître dans cette région. Le plus grand sera celui de ce qu'on appelle la Rassi, ou la Rajka en Serbie. La Rassi, c'est sur la deuxième carte. La Rassi ou Rajka, voilà, vous voyez, est bien au sud du Danube. Belgrade n'existe pas encore, et les premiers États serbes, en tant que nation serbe, sont plus ou moins, quand vous regardez la carte, entre la Bosnie actuelle et le Kosovo actuel. Et la Rassi ou la Rajka, c'est le Kosovo actuel. D'où l'intérêt pour les Serbes de cet attachement à cette région d'origine, qui est la Rassi de l'époque, et donc le Kosovo actuel. Deuxième phénomène, à partir du 9e siècle, on voit bien sur la carte, des principautés serbes, donc de Oumia,
donc 4 principautés serbes qui vont se développer sur le littoral, autour de villes actuelles comme Dubrovnik, comme Kotor ou comme Cetinje, qu'on aura l'occasion toutes de voir. Ce qui fait dire, par exemple, à l'historien Dusan Bataković, que Dubrovnik, pendant très longtemps, étant à l'origine de ces États serbes, Dubrovnik est une ville fortement inspirée de la culture serbe, mais c'est le cas aussi de Cetinje ou de Kotor, que l'on verra. Donc, premiers États serbes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être dirigés par la dynastie des Nemanić, qui vont développer, à partir de cette Serbie médiévale, et c'est ça qu'on verra durant notre voyage, à la fois un État, alors, bon après, je n'ai pas trouvé d'autres cartes parce que je vous les montrerai quand on se verra au mois de juin, mais si vous voulez, petit à petit, à partir de cette Serbie originelle, qui vont développer un logique d'empire, eh bien, un État qui va aller de plus en plus vers le sud, jusqu'à la Grèce actuelle. Et à son apogée au XIVe siècle, ça sera l'État du roi Dušan, entre 1330 et 1355. L'État du roi Dušan, qui a une véritable constitution, une justice indépendante et un système législatif qui était déjà en avance sur son temps. Mais ce qui est plus intéressant, et ce qu'on verra sur place, il est doublé d'une église orthodoxe serbe qui est établie en Rassi. Et c'est pour ça que pendant des siècles, le siège de l'église orthodoxe serbe sera à Peć, en Rassi, l'actuel Kosovo. Ils n'auront l'occasion de le voir. Peć, qui reste encore une ville importante du point de vue religieux. Mais plus que ça, plus que l'aspect religieux, c'est l'aspect architectural. Car en effet, on verra dans toutes ces régions, Serbie, Monténégro, Bosnie actuelle, beaucoup de châteaux, les rois serbes se développeront, et à côté des châteaux, des églises et des monastères. Alors, le Kosovo actuel, donc la Rassi de l'époque, est en densité, si vous voulez, la région en Europe la plus chrétienne. C'est là où on a les monastères les plus importants, et notamment 4 monastères classés au patrimoine mondial de l'humanité. Vous verrez de toute beauté, Dečani par exemple, que l'on a l'occasion de voir dans son marbre blanc, Mileševa et l'Ange blanc, Studenica, le monastère des rois, bon, qui sont toutes des joyaux de l'art médiéval serbe. Et donc, dans ces monastères, va se développer un art dont j'aurai l'occasion de vous démontrer quand on sera sur place, mais un art vraiment très fouillé, à la fois sur le plan architectural, mais aussi sur le plan des fresques intérieures. Puisque dans chacune de ces églises et monastères vont se développer, vont être, les fresques vont raconter à la fois l'histoire des dynasties serbes, mais en même temps vont développer un art qui est de toute beauté. Malheureusement, vous le savez bien, ce développement des Serbes et de leurs cousins monténégrins et de la Bosnie vont être stoppés à l'arrivée des Ottomans dans la région. Et on a beaucoup parlé de la bataille du Kosovo, mais la première bataille importante, c'est 1351, la bataille de Maritsa, la première vraie bataille où les Ottomans vont battre une coalition hétéroclite de princes et de rois chrétiens, sera doublée en 1389, le 28 juin 1389, la bataille du Champ des Merles, où, en signe de sacrifice, eh bien, le jeune chevalier Miloš Obilić va rentrer dans la tente du sultan Murat et le tuer. Et ce sera le symbole à partir de là pour ces peuples serbes de la préservation
d'une identité et d'une histoire, mais au prix d'un sacrifice, puisque ça passe par le royaume des cieux, plutôt que de construire un État durable. Ces Ottomans, on aura l'occasion de le voir, développent dans toute la région, à partir de 1389, une civilisation admirable. On le verra surtout en Bosnie-Herzégovine, mais pas seulement. Donc à Sarajevo, à Mostar, mais aussi dans le nord du Monténégro, à l'est de la Serbie. Un art aussi qui est un art ottoman. Et donc, Valentine, est-ce que vous pouvez mettre la carte de... Merci. Voilà. Donc, l'Empire ottoman, on le voit sur la carte qui allait de l'Algérie jusqu'aux portes de Vienne, puisque n'oubliez pas que c'est Soliman le Magnifique, ce janissaire d'origine serbe que les Turcs étaient allés chercher dans son village et qui revient 20 ans plus tard comme un guerrier redoutable et qui va parvenir aux portes de Vienne. Mais bon, plus que ça, c'est vraiment cette expansion fantastique en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans notre région qu'on visitera, qui est remarquable très rapidement, qui s'explique à la fois par un phénomène politique, c'est-à-dire que les Turcs ont été très habiles, ils ont offert un moyen d'ascension sociale à ces populations chrétiennes, et ceux qui se convertiront à l'islam resteront des notables, alors que les chrétiens bulgares, serbes, roumains, eux, dans la montagne, resteront de simples villageois. Et la deuxième raison, c'est un islam qu'on dit maintenant modéré, mais tout simplement, c'est un islam ottoman, sunnite, qui donnera parmi les plus beaux joyaux. Nous aurons l'occasion de voir les mosquées au Kosovo, d'abord, mais aussi, surtout, en Bosnie, des mosquées et cet art ottoman qui est vraiment quelque chose d'admirable. Alors, les Ottomans occupent la région et ce n'est pas sans problème puisqu'il y aura fréquemment des révoltes, les révoltes des Haïdouks. Les Haïdouks, ce sont pour les Turcs des bandits de grand chemin, mais pour les Serbes, les Bulgares, les Bosniaques, ce sont des héros qui ont su bien prendre l'armée ottomane en tenaille et attaquer l'armée ottomane. Et donc, les Ottomans affrontent énormément de soulèvements villageois. Aucun n'aboutira. Et donc, à chaque soulèvement, quand on regarde la carte, à chaque soulèvement, se passe la chose suivante, c'est que les Monténégrins, les chrétiens de Bosnie ou les Serbes de Serbie vont fuir leur village et remonter jusqu'au Danube pour ensuite, eh bien, de l'autre côté du Danube, aller dans l'Empire austro-hongrois, se réfugier dans l'Empire austro-hongrois. Un des plus grands romans de la littérature serbe, c'est celui du prix Nobel Miloš Crnjanski, COB, c'est-à-dire Migration, en 3 tomes, qui nous raconte vraiment ces migrations très fortes où, surtout au début du XVIIIe siècle, au moment le pire dans cet affrontement entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, eh bien, par village entier, derrière leur patriarche, derrière leur leader politique, ces villageois vont remonter jusqu'au Danube et aller vers l'Empire austro-hongrois. C'est ce qui explique en partie, sur cette partie nord-ouest, vous voyez, là où est marqué sur la carte Belgrade, la formation de la Krajina, et oui, le même mot que l'Ukraine, parce qu'en slave, Krajina, ça veut dire la frontière. Donc la création d'une Krajina, une frontière militaire, hein, les Allemands appelaient ça la Militärgrenze, une frontière militaire où les Serbes deviennent des chevaliers qui vont surveiller cette frontière pour l'empereur d'Autriche, mais sans payer d'impôts, sans payer de tribut, ce qui agace fortement les paysans croates, eux, qui continuent à avoir un statut inférieur. Et c'est une des raisons qui explique, vous voyez, qui est très lointaine, hein,
les dissensions entre Serbes et Croates dans cette Krajina, et on verra tout à l'heure que ça a des conséquences. Et donc, l'Empire ottoman, qui est attaqué fortement par l'Autriche-Hongrie à partir du XVIIIe siècle, mais l'Empire ottoman qui devient l'homme malade de l'Europe durant tout le XIXe, il y aura des révoltes importantes. Nous aurons l'occasion de voir à Topola, par exemple, le musée de Georges le Noir, qui, en 1815, arrive pour la première fois à fédérer plusieurs princes serbes et à battre l'armée ottomane, ce qui amènera son successeur Miloš Obrenović à créer la dynastie et la première monarchie serbe moderne, donc 4 siècles plus tard, hein, après l'Empire ottoman, au XIXe siècle. Tout ça se termine avec la fin définitive de l'Empire ottoman en Europe, mais il aura fallu du temps, vous l'avez compris, lors de la Première Guerre mondiale. Et oui, seulement, il faut attendre 1918 pour que les dernières troupes ottomanes quittent. Alors, elles avaient quitté Belgrade en 1867, et pour qu'elles quittent la Bulgarie, par exemple, ou certains quartiers de Constantinople. Voilà, cet empire ottoman sur lequel on reviendra pendant le voyage. Alors, cet empire ottoman, vous l'avez compris, il est opposé à l'empire austro-hongrois. L'empire austro-hongrois, qui s'est constitué à partir de la petite Autriche, au cœur de l'Europe. Voilà, vous le voyez. Et cet empire austro-hongrois, qui, on voit là sur la carte au XIXe siècle, est une véritable fédération. Fédération entre la partie autrichienne, qu'on appelle la Cislétanie, et la partie hongroise, qu'on appelle la Translétanie. Mais plus important, une fédération de plusieurs peuples qui étaient relativement autonomes au XIXe siècle, puisqu'on avait côté autrichien des Tchèques, des Slovaques, des Moraves. Côté hongrois, il y avait les Croates, l'élite serbe au Xe siècle, qui allait étudier dans les universités autrichiennes, dans la partie dans l'Empire austro-hongrois, et donc l'Autriche-Hongrie qui est une véritable fédération. Une véritable fédération de peuples autonomes, ce qui amènera, par exemple, ce qui explique dans cet empire austro-hongrois la naissance de la théorie de l'autonomie, qui est encore très moderne, hein, je pense aux Catalans, aux autres, donc d'un certain Otto Bauer, qui est le père, si vous voulez, de cette idée d'autonomie, parce qu'il se fondait sur l'autonomie des Croates, les Tchèques, qui avaient leur propre langue, leur propre école. Ce qu'on verra, nous, si vous voulez, en Voïvodine, lorsqu'on fera un périple d'une journée en Voïvodine, ou en Voïvodine, au nord de Belgrade, il y a encore, dans certains villages, quand on rentre dans un village slovaque, eh bien, les panneaux, les journaux, à l'école, on parle slovaque, parce qu'il suffit qu'il y ait 50% de la population d'une minorité pour que tout se fasse dans cette langue-là. Et puis, à l'Assemblée de Novi Sad, la capitale de la région de Voïvodine, donc au nord de la Serbie, tous les débats se font en 5 langues. Et ça se passe relativement bien, dans une ville qui est très apaisée, et où il n'y a jamais eu vraiment de heurts. Donc, le multiethnisme peut parfois réussir. Là, on le voit dans le cas de Novi Sad en Voïvodine. Donc, ça s'explique par ce statut de l'Autriche-Hongrie. Alors, l'Autriche-Hongrie, qui ne se contente pas de donner des droits culturels aux minorités, mais l'Autriche-Hongrie qui, notamment au XIXe siècle, a une politique relativement impériale. Et je pense que vous voyez bien sur la carte, cette expansion impériale se fait en direction de Constantinople. Hein, puisque le rêve des empereurs d'Autriche, c'est d'avoir un accès à la mer Égée. Ils en sont très loin. Et donc, il faut grignoter les territoires. Et quels sont les territoires qu'on va prendre petit à petit? Ça va être d'abord, alors ça a été la Dalmatie, la Carinthie, et à partir de 1908, la Bosnie. La Bosnie, et à la veille de la Première Guerre mondiale, le Sandjak de Novi-Pazar. Donc, le but avoué des Austro-Hongrois est vraiment d'aller, de s'étendre, si vous voulez, vers le sud.
Le problème, c'est que, et c'est une des explications de la Première Guerre mondiale, c'est qu'en face, ils ont l'expansion des Russes. Les Russes sont loin. Alors, je ne vous ai pas choisi de carte, mais je pense que vous voyez où se trouve la Russie. Les Russes, eux, qui à travers l'Autriche-Hongrie, veulent atteindre une mer chaude. Et quoi de mieux que l'Adriatique? Pourquoi? Parce que vous verrez quand on ira au Monténégro, leur point d'appui dans cette région a toujours été le petit Monténégro. C'est très pratique, ce Monténégro. Il est resté indépendant sous l'Empire ottoman, parce que, bon, pour l'Empire ottoman, c'était quelques cailloux et quelques tribus, finalement. Hein. Le Monténégro était peu peuplé. Mais pour les Russes, c'est capital, puisque ça leur permet d'avoir un port en mer Adriatique. Et donc, comme les voies d'expansion russes et autrichiennes, ben vous l'avez compris, vers des mers chaudes, se croisent en Serbie, mais quoi de plus naturel que la Première Guerre mondiale? Et donc, on aborde notre deuxième partie, hein, ce XXe siècle qui est très tragique, puisque on le voit sur la carte, euh, euh, l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 14, par Gavrilo Princip, ce jeune Serbe de Krajina, romantique, était prévu, et prévu dans le sens où beaucoup d'historiens, alors quand on se verra, je vous donnerai les références, mais beaucoup d'historiens, et puis on le voit à Sarajevo, hein, les guides locaux à Sarajevo nous disent aussi, hein, mais en fait, l'armée autrichienne s'est frotté les mains de cet acte-là, l'armée autrichienne qui en voulait énormément à l'empereur pour des tas de raisons. Et donc, cette guerre, on peut qualifier de guerre provoquée par l'armée autrichienne dans cette lutte impériale. Ça arrange aussi les Russes, parce que les Russes sont persuadés, Nicolas II est persuadé qu'il peut enfin avoir un débouché vers une mer chaude. Et donc, la Première Guerre mondiale, qui va amener les Autrichiens, vous le voyez, aux confins de la Bosnie et de la Serbie, attaquer la petite Serbie. Ils sont persuadés, hein, en août 14, qu'ils vont gagner. Ils ont 8 fois plus de soldats, mais affront suprême. Vous voyez, le long de la Drina, là où il y a la frontière rouge, entre Bosnie et Serbie, eh bien, par 2 fois, aux batailles du Tser et de la Kolubara, donc 2 fleuves qui sont des fleuves à la limite entre la Bosnie et la Serbie. Lors de la bataille du Tser et de la Kolubara, les Autrichiens, 8 fois plus nombreux pourtant, perdent contre la petite armée serbe. Alors pourquoi l'armée serbe a gagné? Je vous l'expliquerai, mais déjà pour vous le dire, elle était très aguerrie. Elle avait l'habitude de batailles très longues contre les Turcs, 1875, 1878, 1912, 1913. Donc il y avait eu pas moins de 4 guerres balkaniques jusque-là. Et, deuxième chose, l'armée serbe avait été entièrement reconstituée dans les années 1810 par un certain Hippolyte Mondin, qui était ni plus ni moins ministre de la guerre du royaume serbe dans les années 1860. Ce qui amène, vous le savez, la création de l'armée française de Salonique, l'armée française d'Orient, ou encore l'armée d'Orient, qui à son apogée en 1916 aura pas moins de 500 000 hommes. Alors 500 000 Français, j'ai l'occasion de travailler dans les archives Vincennes sur cette question-là. Il y avait un projet d'implanter ces Français-là dans cette région-là après la guerre. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux viennent du Maghreb, d'Afrique du Nord. Donc l'armée française, mais aussi l'armée serbe, qui avait été, je vous le raconterai, mais qui avait subi une défaite tragique après en 1916 et qui voulait reprendre, sauver son pays, occupé par les Autrichiens à partir de 1916. Et à côté d'eux, les Russes, les Anglais et les Italiens. Et donc, c'est cette armée multinationale qui va gagner la première bataille en 1918, en septembre 1918, bien avant l'armistice du mois de novembre. Eh bien, c'est dans cette région-là que l'armée d'Orient obtient la première bataille, et c'est capital
parce que c'est ce qui amène jusqu'à aujourd'hui notre présence, à nous, Français, mais aussi Anglais, Occidentaux, dans cette région. Alors, c'est l'épopée héroïque, on aura l'occasion d'en parler, mais l'épopée héroïque des maréchaux Tranier, du général Tranier et du maréchal Franchet-Espéret, qui ont leur rue, leur place dans beaucoup de localités de Serbie et du Monténégro, et pour cause, parce que en partant de Salonique, c'est la carte suivante, en partant de Salonique, voilà, vous voyez, en partant de Salonique, alors ils étaient pas aidés, hein, parce que le gouvernement grec n'était pas pro-français, il était pro-allemand. En face d'eux, il y a des montagnes assez imposantes, hein, les monts Bitola, Manastir, etc. Mais malgré ça, grâce à leur corps franc, c'est un très beau film d'ailleurs avec Philippe Torreton, Corps franc, qui montre cet épisode-là, eh bien, le général Tranier va libérer ce qu'on appelait à l'époque la vieille Serbie, c'est-à-dire le Kosovo. Vous voyez toutes les flèches qui vont sur la gauche. Donc le Kosovo et le Monténégro, ils vont arriver jusqu'au Monténégro et de Cetinje. Pendant que le maréchal Franchet-Espéret, lui, va faire une percée héroïque en moins de 3 mois. En partant de Salonique, il obtient une victoire à Vélez, en Macédoine actuelle. Ensuite, Niš, et il arrive même jusqu'à Belgrade. Et là, l'armée française va s'installer durablement. Et donc, si vous voulez, c'est cette armée-là qui va créer la Yougoslavie. La première Yougoslavie, il y avait jusque-là des tas de projets sur lesquels on aura l'occasion de revenir, mais la première Yougoslavie, c'est la Yougoslavie monarchiste, créée par la France, parce qu'à partir du moment où l'armée française, qui a quand même donné, qui a fait un sacrifice énorme, hein, mais on ramasse les gains, et l'armée française va s'installer sur une ligne qui va de Trieste, en Italie, jusqu'à Constanța, en Roumanie. C'est-à-dire une ligne qui joint l'Adriatique à la mer Noire, le long du Danube. Le but, c'est d'empêcher à tout jamais les Allemands d'être dans la région, et on va y réussir, mais c'est en même temps de créer une zone tampon. Et donc la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie sont créées dans le but de créer une zone tampon. La Yougoslavie est une création entièrement française. Pourquoi ? Les frontières de cet État sont créées par le géographe Ernest Denis, aidé par Jacques Ancel, un très grand géographe qui a beaucoup travaillé sur les pays de l'Est. La Constitution est une constitution de type français où, pour éviter les problèmes entre Serbes, Croates, Slovènes et Macédoniens, on va créer, en tout cas, les créateurs de Yougoslavie vont créer cette Yougoslavie autour de ce qu'on appelle les banovines, c'est-à-dire les provinces, qui sont, comme en France républicaine, des provinces avec des noms géographiques, pour éviter toute dissension historique. Et la France, pourtant républicaine, va installer celui en qui elle a le plus confiance, c'est le roi Alexandre de Yougoslavie. Hein, à Paris, on a ce monument magnifique, hein, au roi Alexandre de Yougoslavie, le port de la Muette. Mais si vous voulez, c'est Alexandre de Yougoslavie qui est garant de la stabilité de cette région. Le problème, c'est que dès le début, cette Yougoslavie royaliste était vouée à l'échec pour plusieurs raisons. Et je vais essayer d'aller un peu plus rapidement pour arriver à l'actualité. Première raison, c'est que alors les communistes diront la bourgeoisie grand serbe, mais en tout cas, première raison, c'est que tous les postes de pouvoir dans l'armée, au gouvernement, étaient majoritairement donnés à des Serbes. Ça s'explique par le fait que la France avait beaucoup travaillé avec les Serbes durant la Première Guerre mondiale, et ça s'explique aussi par le fait que les Serbes étaient majoritaires dans la population. Il n'empêche pas moins que devant des tumultes à l'Assemblée, qui vont même jusqu'à l'assassinat. Il y a un député monténégrin qui va tuer un député croate en 1928. Le roi Alexandre
va imposer ce qu'on appelle la dictature, une dictature à partir de 1929. Et à partir de là, tout va aller de mal en pis. Et donc, deuxième raison du fait que, à mon avis, dès le début, cette première Yougoslavie était vouée à l'échec, c'est que les oppositions ne sont ni entendues et, au pire, sont fortement réprimées. Première opposition, le Parti communiste. Parti communiste qui est né exactement comme en France, en 1919, mais qui est interdit par le jeune roi Alexandre dès 1921. Et donc, à partir de 1921, les communistes yougoslaves vont avoir une action clandestine très forte et militante aussi très forte, où cette Yougoslavie commence tout juste à s'industrialiser. Et donc, ces militants communistes qui sont pour la plupart aguerris en URSS, le futur Josip Broz Tito a passé plus de 9 ans en URSS, est marié à 2 femmes russes. Et donc, les communistes vont avoir une véritable habitude de l'action clandestine qui va les aider lors de leur prise du pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale. L'autre opposition, c'est l'opposition de plusieurs groupes terroristes radicaux. Il y a eu le groupe de l'ORIM, ORIM, qui réclame une Macédoine rattachée à la Bulgarie, qui donne maille à partir à la police yougoslave. Mais il y a surtout le groupe des Ustashi. Les Ustashi, ce sont des radicaux croates dépités par l'assassinat du député croate à l'Assemblée, dépités aussi par une politique assez modérée du parti paysan croate, qui a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, mais par une politique modérée qui n'arrive pas à donner à la Croatie gain de cause. Et donc, dès 1929, les Ustashi, qui vont ouvrir des camps d'entraînement en Italie, et Mussolini qui les accueille à bras ouverts. Et donc, cela va les amener à provoquer plusieurs attentats, notamment l'attentat du 9 octobre 1934, l'attentat tragique qui, à mon avis, met fin pour de longues décennies à l'amitié franco-serbe qui était solide jusque-là. Et c'est en ça que les terroristes ont atteint leur but. L'attentat du 9 octobre 1934, qui voit le roi Alexandre tout juste débarqué à Marseille quelques minutes auparavant, tué sous les coups de pistolet d'un jeune macédonien, mais diligenté et organisé par les Ustashi croates. Mais à côté de lui, c'est aussi la mort de Louis Barthou, ministre français des Affaires étrangères. Et donc, c'est un coup fatal porté à la fois à l'amitié franco-serbe et à cette Yougoslavie qui était déjà moribonde. Et à partir de là, Yougoslavie va aller de mal en pis. Le gouvernement lâche du lest un peu en 1937 pour laisser aux Croates, ce qui était d'ailleurs anticonstitutionnel, une région, la Banovine de Croatie. Mais les Croates sont dans une logique jusqu'au boutiste et veulent une indépendance totale. Et donc, c'est ce qui débouche sur la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale qui va être un cataclysme en Yougoslavie. Alors, c'est notre avant-dernière carte. Merci. Alors, vous voyez, Seconde Guerre mondiale qui voit le même phénomène qu'en France, c'est-à-dire un démembrement total de la Yougoslavie. Démembrement total de la Yougoslavie avec une Serbie réduite à portion congrue, dirigée par le Pétain serbe, c'est-à-dire Nedić, qui était collaborateur et en même temps parfois qui a laissé la Gestapo faire ce qui bon lui semblait. Comme en France, on le sait maintenant, des zones militaires au nord, des zones annexées au sud-est, mais à la différence que on a, et vous le voyez, l'État le plus important, c'est l'État indépendant de Croatie, qui est un État créé par les Ustashi, et j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais un État indépendant de Croatie,
qui, dès les premiers mois de son existence, on est au printemps 1941, déclare par son ministre de l'Éducation sa volonté d'expulser un tiers des Serbes, de convertir un deuxième tiers et de tuer le troisième tiers. Et donc, ce qui amène cet État à mener une politique génocidaire dès le début. Là aussi, j'ai eu l'occasion avec plusieurs étudiants de travailler sur les archives du Quai d'Orsay et aussi sur les archives locales. Et donc, dès l'été 1941, l'État indépendant de Croatie, vous voyez en Bosnie notamment, en Bosnie, on aura l'occasion de le voir, hein, visiter un musée qui relate ce fait. En Bosnie, à l'est de la Serbie et un peu au Monténégro, mais surtout en Bosnie, cet État indépendant qui va, dans un premier temps, tout simplement un peu comme les Autrichiens lors de la Première Guerre, s'en donner à cœur joie, et donc les Oustachis qui auront carte blanche parfois pour vider des villages entiers de leur population serbe ou musulmane, mais surtout qui va ouvrir des camps, de très nombreux camps et de travail et d'extermination, dont le plus connu est Jasenovac, où il y aura entre 300 000, fourchette minimum la plus basse, et 700 000 morts dans des conditions terribles. Bon. Et donc, l'État indépendant Stachi, qui est tellement radical dans sa politique qu'il va que l'armée allemande sera obligée, dès 1943, de fermer certains camps et de donner l'ordre à cet État d'arrêter ses exactions. Qui en profite? Le fameux Tito. Le Parti communiste en 1936 a été entièrement nettoyé. D'ailleurs, il y a peu de choses, les historiens, il y a beaucoup de zones d'ombre, hein. Mais tout le personnel à la tête du Parti communiste yougoslave a été nettoyé. Et donc, c'est de nouvelles têtes qui arrivent à partir de 36-37, dont ce fameux Josip Broz qui revient du RSS, et Josip Broz qui va reprendre les rênes du parti et profiter, vous l'avez compris, de ce démembrement et en même temps de ces divisions très fortes. Pourquoi? Parce qu'on avait les Oustachis en Croatie, maintenant vous l'avez compris, les royalistes serbes, les Tchetniks en Serbie, Tchetniks qui suivent le général Mihailović, mais dont certaines unités dépassent un peu les limites. Et puis au Kosovo, les Balikombetars, c'est-à-dire qui vont travailler avec les SS, les Albanais, des unités radicales albanaises qui vont travailler avec les SS, et sans oublier, dans une certaine partie de la Bosnie, les SS Anjar, c'est une unité SS de musulmans bosniaques. Et donc, vous voyez, dans cette guerre civile permanente qui fracturait même les familles, le seul qui a un discours d'unité, et d'ailleurs qui va établir la devise fraternité-unité pour la nouvelle Yougoslavie, c'est Tito. Et donc, beaucoup de villageois de Bosnie, du nord du Monténégro, très vite, c'est une question de vie ou de mort pour eux, vont rejoindre les camps de l'armée yougoslave. C'est pas par philo-communisme, mais c'est par question de survie. Et donc, Tito va savoir l'utiliser. Alors, la légende veut que les partisans étaient la première armée de résistance en Europe qui, toute seule, a refoulé 11 divisions blindées allemandes. Ça, c'est vrai. Et on le verra. C'est grâce notamment au relief très escarpé en Bosnie, au Monténégro. Mais c'est aussi parce que politiquement, Tito a su reprendre la main. Et donc, cette Yougoslavie, Yougoslavie communiste, qui naît dans la guerre en 1943, le 29 novembre 1943, et qui durera jusqu'en 1991. Et donc, cette Yougoslavie, qui est la véritable victoire de Tito. Alors après, tout va très vite, et en 1945, eh bien, Tito, à la fois, établit une politique comme Staline, politique de planification, d'épuration très forte, non seulement de l'opposition, mais aussi à l'intérieur de son propre parti. Et donc, Tito, qui se voyait en concurrent de Staline,
qui avait même le projet de créer une fédération balkanique. Et c'est pour ça que Staline lui a tourné le dos en 1948, en le rejetant du commune forme. Donc la Yougoslavie titiste qui s'est créée, qui s'est développée, on verra son importance, contre l'URSS et pas en lien avec l'URSS. Donc le mythe d'une alliance du grand frère russe au peuple slave du Sud est faux, puisque souvent, au contraire, leurs dirigeants se tournaient le dos. Alors Tito, contrairement à ce qu'on peut... souvent on dit que Tito, dans cette poudrière, a su cimenter les peuples. À mon avis, Tito, non. Et on le verra sur place. Tito, c'est un autre Staline, plus petit. Il veut créer une autre fédération, je dois vous le dire, mais surtout, pendant 60 ans, donc, pendant 50 ans, entre 1945 et 1980, et ça, on aura l'occasion de le voir dans le musée qui lui est consacré à Belgrade, Tito va avoir de véritables réussites. Vous le savez aussi bien que moi, la politique de non-alignement, qui place la Yougoslavie comme grande puissance parmi les puissants. Certains succès économiques, la Zastava, qui était élue meilleure voiture de l'année en 1989. La Yougoslavie, qui était en capacité hôtelière numéro 2 en Europe à la fin des années 80. Donc un certain succès d'un modèle yougoslave. C'est peut-être pour ça que certains ont voulu la détruire dans les années 90. On va essayer de réfléchir pendant notre voyage. Mais une Yougoslavie qui est tenue de main de fer par Tito, contrairement à la légende. Alors, c'est notre avant-dernière carte. La Yougoslavie, merci Valentine, la Yougoslavie socialiste, vous voyez, de 45 à 91, avec des frontières externes qui n'ont jamais été décidées ni par référendum populaire, ni par accord avec d'autres puissances. Ces frontières créées, dessinées par Tito, avec notamment des frontières internes, donc la création de 6 républiques. 6 républiques. Alors, il nous reste peu de temps, mais si vous voulez, pendant 50 ans, ces 6 républiques fonctionnent de façon complètement autonome. Chaque république a sa propre politique économique, propre politique éducative, et a même sa propre police. Dans la constitution yougoslave de 1948, il était stipulé que par référendum, chaque république pouvait demander l'indépendance. Et puis, dans celle de 1974, il était stipulé que même dans chaque république, des provinces pouvaient faire sécession. Si vous voulez, c'est le rêve très socialiste de l'autodétermination, cher à Otto Bauer, dont on parlait tout à l'heure, mais qui, dans le contexte yougoslave, a amené à une tragédie. Pourquoi? Parce que c'est un émiettement qui a commencé dans les années 60 et qui continue aujourd'hui et qui, à mon avis, n'est pas terminé. Quand vous regardez la carte, cet émiettement, c'est par exemple les provinces de Vojvodine et du Kosovo. Maintenant, vous savez très bien à quoi correspond le Kosovo. Lorsque Kardej, l'idéologue, le bras droit, la tête pensante de Tito, dit que selon la théorie socialiste, il faut vraiment des peuples égalitaires, on d'égalité entre les peuples, on donne l'autonomie à la Voïvodine et au Kosovo, c'est la Serbie. Les Serbes disent, bon, très bien, mais en vertu de cette loi-là, il faudrait bien qu'en Croatie, dans la Krajina, maintenant vous savez ce que c'est, eh bien, il y ait une autonomie donnée aux Serbes de Croatie. Alors, ça a été balayé d'une main. Et donc, dans les années 60, les minorités, notamment la minorité albanaise du Kosovo, veulent aller plus loin. Parce qu'en vertu de la Constitution, elle peut aller plus loin. Tito a créé une nation musulmane, cas unique au monde. C'est-à-dire, comparer une religion à une nation, c'est quand même c'est étonnant. Mais en tout cas,
à créer une nation musulmane pour les musulmans de Bosnie. Toujours dans la même logique, il faut donner une égalité entre musulmans, orthodoxes et catholiques en Bosnie-Herzégovine. Donc, on va créer une nation musulmane. Et donc, voyant ça, les Albanais du Kosovo disent à partir des années 60, mais pourquoi nous n'aurions pas notre propre république? Et donc, dans les années 70, politique vexatoire à l'égard des Serbes, des paysans serbes, et donc beaucoup de Serbes qui commencent à quitter le Kosovo dès les années 70. Et donc, tout était en place pour la guerre fratricide, parce que, si vous voulez, tournant le dos à l'URSS, tout le long de la frontière rouge, alors les jeunes soldats faisaient un service militaire qui était assez long, et surtout, derrière cette ligne frontalière, il y avait la défense territoriale, c'est-à-dire la possibilité donnée aux villageois de se défendre eux-mêmes. Ça en vertu d'une attaque, parce qu'on s'attendait à une attaque de la Russie. Vous rajoutez à ça des dirigeants qui, après Tito, sont beaucoup plus faibles. Et puis, malgré les réussites économiques, eh bien, l'autogestion qui amène un véritable chômage, un chômage technique important. Tous les ingrédients étaient là pour que les guerres commencent. Et donc, les guerres des années 90, on aura l'occasion d'en reparler, vont être terribles. Là, je n'ai pas envie ce soir d'aller plus loin. Quand on sera ensemble, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en gros, les dates, c'est, vous vous en souvenez, un début de guerre en Slovénie, mais qui dure 3 semaines, et heureusement. En Croatie, malheureusement, une guerre de 4 ans qui se termine par une véritable purification ethnique. 250 000 Serbes qui sont expulsés de Croatie en 95, aux accords de 95. Ensuite, encore plus tragique, en Bosnie-Herzégovine, pendant 3 ans, de 92 à 95, une guerre qui fera 100 000 morts. 100 000 morts. Et on verra tout à l'heure qui coupe la Bosnie en deux, encore aujourd'hui. L'entité de la République serbe de Bosnie au nord et la Fédération croato-musulmane au sud. Et dernière guerre, la guerre entre la Serbie et le Kosovo en 98-99, qui se termine par les bombardements de l'OTAN sur la Serbie. Et là aussi, pendant le voyage, on verra des bombes qui ont atteint des immeubles entiers à Belgrade, notamment le bâtiment de l'ambassade de Chine, ce qui explique beaucoup la façon avec laquelle la Chine veut sa revanche. Et puis, quand on ira à Novi Sad ou le long du Danube, énormément de bâtiments industriels qui ont été effacés par des bombes. Si vous voulez, pendant ces 3 mois de bombardement en Yougoslavie, sont tombés autant de bombes que les 2 dernières années de guerre de la Russie sur l'Ukraine. Donc, un nombre de bombes, c'est le tapis de bombes, technique américaine. Et donc, cela donne, à partir des années 2000, et je voulais en terminer par ce point-là, dans notre troisième partie, ce qui donne des Balkans occidentaux sur la voie à la recherche à la fois de régimes stables, et c'est pas toujours acquis, et à la fois d'une intégration, mais là, la question c'est quelle intégration? Soit vers la sphère euro-occidentale, soit au contraire vers la sphère orientale. Alors, si on réfléchit pays par pays, et là on va le voir à travers la dernière carte, aujourd'hui, eh bien, on a un émiettement continu. Alors, la Bosnie-Herzégovine, en gris sur la carte, c'est la Bosnie qu'on connaît depuis les accords de Dayton. Donc, vous voyez, au nord et à l'est, c'est la République serbe de Bosnie, sur 49% du territoire, et au centre et à l'ouest, la Fédération croato-musulmane. Ça a été un gain formidable puisque ça a permis d'arrêter la guerre, mais le rêve du retour des réfugiés ne s'est pas fait. Et donc la Bosnie, qui est atteinte à la fois par des départs massifs,
de Bosniaques de toute obédience vers l'Autriche et l'Allemagne pour le travail, et en même temps du non-retour des réfugiés, donc une véritable monoethnisme, alors qu'ils étaient voisins, ils faisaient les fêtes religieuses ensemble sur la Yougoslavie. Les Serbes maintenant sont majoritaires au nord et à l'est, et les musulmans bosniaques au centre. Bon, si ça n'était que ça, la Bosnie, on le verra quand on traversera les frontières, hein, on traverse parfois des frontières au bout de quelques dizaines de kilomètres, et ça peut être assez folklorique dans la réception des autorités. Mais si vous voulez, la Bosnie, c'est un véritable millefeuille administratif. Parce qu'il n'y a pas seulement deux entités, avec chacune son président, son gouvernement, son assemblée. Ce qui fait qu'à Sarajevo, il n'y a plus que. Sarajevo ne garde que le centre, ne garde qu'une armée nationale et puis la monnaie nationale, qui est le mark, la convertible. Mais en dessous, vous avez pas moins de 13 cantons, donc 13 pouvoirs différents. En Europe, c'est la Bosnie qui a le plus grand nombre de fonctionnaires par rapport au nombre d'habitants. On a créé un véritable monstre administratif, ce qu'on appelle un millefeuille administratif. Et là encore, si ce n'était que ça, c'est qu'au-dessus, pour être sûr que ça marche, mais c'est une erreur, parce que justement c'est ça qui provoque un peu des dissensions, eh bien l'Union européenne a nommé un haut représentant. Et donc quand on dit que l'Union européenne n'est pas présente, si, elle est très présente. Et donc un haut représentant qui a le droit de démettre des ministres de leurs fonctions, qui a le droit de changer les cours de la monnaie nationale, le mark. Et donc, on aura, vous verrez, le mark convertible, hein, puisque c'est une monnaie qui est fixée par rapport au Deutschmark. Voilà pour la Bosnie. Le Monténégro, beaucoup plus petit, vous voyez là en jaune, le Monténégro, qui est un pays vraiment à la fois très très beau, où on voyage vraiment facilement. Il faut pas plus de 2 heures pour aller de la plage à la montagne. Et donc les Monténégrins rigolent en disant mais tu peux te baigner le matin et faire du ski après-midi, mais c'est vrai, c'est tout à fait possible. Le Monténégro qui est relativement petit, 600 000 habitants, et on avait très peur à la fin des guerres que y ait des dissensions ethniques, puisqu'au Monténégro, vous avez, si vous voyez schématiquement, une population de 40% de Monténégrins, de gens qui se déclarent Monténégrins, mais 30% se déclarent Serbes, et le restant, ce sont des peuples musulmans, donc des Bosniaques, des Albanais et des Turcs. Alors, il y a parfois, à la frontière avec l'Albanie, des villages où on brandit le drapeau albanais, mais bon, c'est un État qui vit très bien cette coexistence. Et notamment, il y a 2 ans, il y a eu une alternance politique très intéressante, puisqu'au bout de 30 ans d'un pouvoir d'un des derniers apparatchiks communistes, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Oui, d'un des derniers apparatchiks communistes d'Europe, eh bien, qui était au pouvoir depuis 34 ans, un ancien communiste, il y a 2 ans, c'est une coalition assez étonnante de partis serbes assez nationalistes, mais aussi de partis citoyens et de 2 partis musulmans qui ont réussi à gagner les élections. Et donc, avec le jeune Premier ministre albanais, d'origine albanaise, donc albanais du Monténégro, M. Dritan, qui mène le pays relativement bien dans une orientation européenne. Donc, vous verrez, ça sera intéressant au Monténégro de voir cette modernisation, et on aura des discussions avec des hommes politiques que je vous prépare. Enfin, le Kosovo et la Serbie. Alors, la Serbie, pour aller très rapidement, c'est clairement, la Serbie est redevenue l'épigone ou le centre vraiment de toutes les attentions, parce que l'Union européenne et le Quai d'Orsay l'ont qualifié dès 2010 de pôle de stabilité.
des Balkans occidentaux. Donc l'Union européenne mise beaucoup et place beaucoup d'espoir dans les réformes en Serbie. Et les réformes vont très vite, hein, ils en sont au chapitre 26 sur 34 pour entrer en Union européenne. La Serbie qui s'est très vite modernisée. Mais la Serbie qui a un président, M. Vučić, qui venait d'un parti nationaliste, qui jusque-là a su habilement développer ce qu'il appelle une politique d'équilibre entre l'Ouest et l'Est, donc d'équilibre entre l'intégration à l'Union européenne, mais en même temps, je reste ami avec la Russie, et notamment, je ne suis pas contre les sanctions avec la Russie, et donc qui va un jour devoir choisir entre soit aller dans l'Union européenne, et le chapitre 34 des discussions, des négociations stipule que la Serbie doit donner l'indépendance au Kosovo, sa province méridionale, soit, eh bien, ça ne se fera pas comme ça, et donc il devra prendre fait et cause pour une alliance avec la Russie. Donc, autant la Serbie est stable actuellement, mais autant elle est face à des échéances très proches qui lui sont, pas fatales, mais en tout cas qui lui sont très importantes. Enfin, le Kosovo, on a l'occasion de le voir. Le Kosovo qu'on traverse en 2 heures en voiture, hein, c'est équivalent de 2 départements français. Vous l'avez compris, un nombre de monastères et d'églises orthodoxes incroyables. Mais à côté de ça, des mosquées musulmanes, mais d'un islam importé, donc des mosquées importées construites par l'Arabie Saoudite ou construites par la Turquie. Mais à côté de ça, un Kosovo, on verra, hein, je vous prépare quand même quelques rencontres assez intéressantes, un Kosovo où la minorité serbe vit de plus en plus reclus et isolée dans des enclaves au cœur de l'Europe. La majorité albanaise, une grande partie, hein, le chiffre est tombé hier, enfin officiellement, sur 1 800 000 Albanais, plus de 400 000 ont quitté le Kosovo pour aller en Europe. Et ça va s'accélérer puisque le président Vučić serbe, l'étonnement de beaucoup d'analystes, a accepté que les Albanais du Kosovo partent sans visa dans toute l'Union européenne. Donc il va y avoir encore une immigration très forte des Albanais du Kosovo. Donc le Kosovo qui se vide de ses habitants, mais qui se remplit de tous les trafics, trafic d'armes, trafic de drogue, c'est vraiment la plaque tournante du trafic d'héroïne en Europe, trafic d'organes aussi. Donc le Kosovo qui est ce qu'on appelle, nous, en géopolitique, un État failli, c'est-à-dire où le gouvernement, un peu comme en Colombie, ne contrôle qu'une partie du territoire. Voilà, donc c'est cet émiettement continu qu'on verra sur place. Tant qu'on n'est pas sur le terrain, on a du mal à voir toutes ces choses-là. Et donc pour terminer, et toujours sur la même carte, eh bien c'est ça qui explique les poussées très fortes de géopolitique venues de l'extérieur. Alors très rapidement, on aura l'occasion vraiment, c'est pour ça qu'il nous faut du temps, mais très rapidement, c'est d'abord l'idée que la guerre froide ne s'est jamais terminée. Je l'avais écrit en 2004 déjà, et pour toute l'Europe de l'Est, mais concernant la région dans laquelle on va se déplacer, la guerre froide ne s'est jamais terminée, et pour cause, États-Unis et Russie mènent une bataille terrible sur le terrain, et on le verra, on le verra. Côté américain, nombre d'institutions, d'écoles sont financées par des officines comme USAID, comme Soros ou d'autres. Les États-Unis sont assez impliqués. Les États-Unis, comme partout dans le monde, comme en Bulgarie avec 4 bases, en Roumanie avec 6 bases, ont implanté des bases en Bosnie, à Tuzla, au Kosovo, etc. Donc l'armée américaine est très présente. Mais en face, la Russie, elle aussi, a su répondre avec ses moyens. C'est une politique énergétique très forte. Le gaz, Gazprom, qui s'est allié aux Serbes NIS, NIS, le pétrole, Rosneft, et puis tout un tas d'entreprises russes.
Les Russes ont même pour projet de créer un centre humanitaire à Niš. Là, on va se déplacer le 3e jour, c'est-à-dire dans la seconde ville serbe. Donc, vous voyez, il y a vraiment cet affrontement très fort là, dans cette poudrière des Balkans entre Russie et États-Unis qui continue. Mais encore plus intéressant, à mon avis, c'est l'action de nouveaux pays d'Eurasie, comme la Turquie, l'Iran ou l'Azerbaïdjan. Et oui, vous allez voir, c'est quand même assez étonnant à quel point les Balkans sont la proie économique de ces nouvelles puissances. On parle beaucoup, nous en France, mais on voit ça de très loin, de la politique néo-ottomane. Mais là, sur le terrain, vous verrez, les unités de l'armée turque au Kosovo, les entreprises turques dans beaucoup de domaines, le textile, l'agroalimentaire en Serbie, et puis les investissements massifs des Turcs en Bosnie, dans les hôtels, les restaurants, et les touristes turcs qui sont partout, qui viennent pour se promener, manger, passer du bon temps. C'est vraiment un espace turc, maintenant, ces Balkans occidentaux. Derrière eux, l'Iran, mais surtout l'Azerbaïdjan, le tout petit Azerbaïdjan, mais qui a beaucoup d'argent grâce à son pétrole, qui refait des immeubles entiers à Belgrade, qui refait des mosquées entières à Sarajevo, qui commence à être important aussi, alors j'ai oublié de le dire, c'est les hôtels russes aussi au Monténégro, donc l'Azerbaïdjan aussi qui au Monténégro a une action importante. Et derrière eux, eh bien, les puissances moyen-orientales. Par exemple, les Émirats arabes unis. Alors, quand la dernière fois, en arrivant à Belgrade, j'étais étonné. Alors, le chiffre, c'est 1/5 du cadastre de Belgrade dans un projet pharaonique qui s'appelle Belgrade sur l'eau, a transformé la ville complètement. 1/5, c'est comme si on avait, vous imaginez, le long de la Seine, 3 ou 4 arrondissements. On a détruit tous les anciens immeubles. Vous me direz, à Belgrade, ils étaient vraiment vétustes, mais pour les remplacer par des tours comme au Qatar ou à Abu Dhabi. Voilà. Donc, c'est assez saisissant. Or, les Émirats font ça en Serbie. Ils ont racheté aussi la compagnie aérienne. Mais ils font ça sur le même plan en Bosnie. Et comme l'Arabie Saoudite, ils achètent des quartiers entiers de la ville de Sarajevo, de la ville de Mostar, de Tuzla. Ils ont des projets immobiliers aussi gigantesques en créant des villes nouvelles autour de Sarajevo, ce qui commence à faire grincer les dents les musulmans locaux. Et donc, vous voyez, il y a vraiment des géopolitiques très fortes de tous ces pays-là. Et croyez-moi, quand vous voyez les autoroutes au Monténégro construites par les Chinois ou en Bosnie, hein, à vitesse grand V, et que vous demandez où sont les ouvriers, et qu'on vous répond, ben, ils n'ont pas le droit de sortir, le soir ils restent dans des camps, vous avez compris à quel point l'Europe est peut-être un léger décalage, et que l'Europe va très vite devoir régler cette question de la pénétration des intérêts chinois, émiratis, russes sur le sol européen. Voilà, ben écoutez, ce n'est qu'une mise en bouche. On aura le temps et l'occasion d'aller beaucoup plus loin, à la fois dans les connaissances, mais surtout dans les découvertes, avec à la fois des intellectuels, des journalistes dans ces 4 pays-là. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt. Et ben j'attends vos questions là pour le moment. Il nous reste un peu de temps. Merci Valentine aussi. Ah mince, j'entends pas. Alors moi j'entends, je me permets d'intervenir, c'est j'entends bon. pas Valentine, mais je pense que vous C'est m'entendez ça. moi. Oui, je vous entends. On n'entend pas Valentine, moi je vais rallumer ma... Ah, bah c'est Ah si, c'est bon, on t'entend Valentine. ouais, Je te laisse j'avais parler. Ah oui. coupé.
Oui, je disais merci Alexis donc, pour cette Merci à vous, visioconférence Valentine, aussi. qui a été très intéressante. On voit que les Balkans, c'est assez complexe, donc très, très intéressant. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet conversation qui se trouve en haut. Alors, je vais regarder si on en a. Voilà, non, pour l'instant, voilà, il y a quelqu'un qui dit que c'était passionnant. Donc, 2 personnes qui disent que c'était passionnant. Donc on a aussi donc ce voyage géopolitique donc de 12 jours qui aura lieu en juin prochain. C'est ça. Voilà, de départ le 19 juin, qui est actuellement en ligne sur notre site. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. J'espère que vous avez été. C'est peut-être, ouais. Les questions viendront après. Hein. Alors, C'est pas facile non plus. on a une question. Comment s'est passée la crise Covid en Serbie? Merci pour votre intervention. Ah, alors, ouais, c'est vrai, c'est assez intéressant. Alors, c'était un peu un traitement à la chinoise, c'est-à-dire qu'ils ont confiné les gens de plus de 65 ans chez eux, avaient le droit de sortir pour faire les courses seulement de 5 heures à 7 heures du matin. Vous voyez un peu. Ah oui. Mais en échange, et moi, ce qui m'a étonné, ce qu'on aurait dû faire en France, c'est en échange, vous avez des brigades, un peu sur l'ancien modèle communiste, des brigades de jeunes, alors qui étaient choisis, hein, mais des brigades de jeunes gens qui venaient frapper aux portes pour les médicaments, les vêtements, et puis tout ce qui est alimentation, qui faisaient les courses pour ces gens-là. Donc, bon, ça a été, bon, je veux dire que ça a été accepté, mais ça a été, la population l'a assumé, cette situation. D'autant que très vite, en fait, le président Vučić a développé sa propre industrie de vaccins. Il a passé un accord avec la Chine. Il a, dans un premier temps, c'était les 6 premiers mois, fait venir des avions entiers de vaccins chinois. Et ensuite, la Chine a établi en Serbie une usine de production de vaccins. Ce qui fait que très vite, les taux de vaccination étaient très élevés, mais par le vaccin chinois. Ils avaient surtout vaccin chinois et russe en Serbie. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui demande: «Pouvez-vous commenter la carte du voyage?» Alors, je peux la partager éventuellement. Ah oui, oui. Alors, je la partage tout de suite. Voilà, normalement ça s'affiche. Ah, merci Valentine. Ouais, ouais. Alors, on va commencer donc par Belgrade, où on verra donc à Belgrade, bon, capitale de la Serbie depuis le XVIIIe siècle, mais où on verra le musée de Tito, qui est assez intéressant parce qu'il y a énormément de liens avec la politique des non-alignés, avec la politique de puissance. La cathédrale Saint-Sava, qui est la plus grande cathédrale du monde orthodoxe, qui surplombe la ville de Belgrade. Cette cathédrale Saint-Sava qui a été entièrement faite sur fonds privés, et un peu comme celle de Gaudi à Barcelone, on l'attendait, puisqu'elle était en construction depuis 1920. Et finalement, en bout de course, il y a à peine 5 ans, c'est Vladimir Poutine qui a donné une belle somme pour pouvoir terminer sa construction, mais ce qui donne vraiment une cathédrale entièrement avec des fresques splendides et puis une crypte très belle. Et puis surtout, à Belgrade, on verra le parc du Kalemegdan et l'emplacement de la ville. Vous comprendrez que Belgrade était forcément sur la ligne de fracture entre Empire ottoman et Empire austro-hongrois. Les troupes turques étaient dans Belgrade, mais de l'autre côté du Danube, certains quartiers de Belgrade qui étaient dans l'Empire austro-hongrois, comme Zemun. Alors Zemun qui est très agréable, hein, à la fois très calme la journée, on est dans l'Empire austro-hongrois, hein, et une vie très animée le soir. Bon, c'est vraiment très, très agréable. Ensuite, de Belgrade, on ira jusqu'à Topola. Topola, qui est le lieu où se trouve le mausolée des rois de Serbie. Hein, les rois de la dynastie des Karađorđević, qui s'est établi à partir de 1815 et qui a encore des descendants aujourd'hui qui sont réfugiés à Londres.
Donc, et autour de Topola, c'est vraiment là où il y a eu les premiers soulèvements serbes, dont je parlais tout à l'heure, en 1815. Après Manassia, qui est à la fois une forteresse, un monastère sous protection de l'ONU, qui fait partie du patrimoine de l'ONU, et un des plus grands monastères serbes. Ensuite, Niš, cette ville où il y a à la fois des vestiges romains et une très belle promenade le long de la Morava, et une ville forteresse. On visitera aussi à Niš ce qu'on appelle la Croix-Rouge. Alors, ce n'est pas notre Croix-Rouge à nous, c'est le nom donné à l'époque par les résistants à un des principaux camps, qui était un camp de torture au départ, puis qui est devenu très vite un camp de concentration en pleine ville, contre les résistants. Les résistants dans cette Serbie de Nedić, qui a collaboré à un moment donné avec les Allemands. Ensuite, nous irons à Vrnjačka Banja, qui est un centre thermal connu depuis l'Empire romain. Et après, nous rentrons au Kosovo, donc les hauts plateaux du Kosovo, par la ville musulmane du Novi Pazar, donc qui est très, très ottomane. Et c'est assez intéressant parce que en bas, on a une ville typiquement ottomane, avec la Tcharchia, c'est-à-dire le marché, ses mosquées. Des mosquées très belles autour à Sjanica ou à Novi Varoš, mais aussi tout en haut des montagnes, tout autour de Novi Pazar, deux grandes cathédrales orthodoxes, dont Mileševa, la cathédrale, le monastère de l'Ange Blanc, où est représenté l'Ange Blanc, un des joyaux de l'art chrétien. Ensuite, nous rentrons au Kosovo et nous verrons Dečani. Donc Dečani, c'est dans son écrin vert, il y a un monastère de marbre blanc, un marbre parfait, dirigé par le moine Sava Janić. Et Dečani, qui est à la fois belle par son architecture, mais dont les moines souffrent de son isolement, parce que les autorités albanaises, bon, vous verrez, il nous donnera une interview, lui donne maille à partir, des règles, des chicaneries sur la propriété, etc. Et après, nous irons à Peć. On a parlé tout à l'heure, Peć, qui a été pendant 400 ans le siège de l'Église orthodoxe serbe. Après, nous rentrons au Monténégro. Alors, Monténégro, à Kolašin, ce qui est intéressant à Kolašin, c'est à la fois une ville serbe et bosniaque. Après, la Morača, la vallée de la Morača, qui est une vallée magnifique, hein, en pleine montagne, où on mange très bien et où il y a aussi une station de ski, pour nous amener ensuite à Cetinje, qui, à mon avis, devrait être la capitale du Monténégro. On ne passera pas par la capitale parce qu'il n'y a aucun intérêt. Ville moderne, moche. Alors que Cetinje, c'est magnifique. C'est un ensemble d'ambassades, de parcs, de petits hôtels. Et c'est là où sont concentrés tous les musées du Monténégro. Il y a pas moins de 8 musées pour une toute petite ville, 2 couvents. Et après, Kotor, c'est cette ville fortifiée, un peu comme Dubrovnik en Croatie, mais en plus petit. Cette ville fortifiée qui est dans le fjord. Après, nous remontons et nous rentrons en Bosnie. En Bosnie, la ville serbe de Trebinje, connue pour son poète Jovan Đurić, et un peu, moi, qui me fait penser à Aix-en-Provence. Un très grand café central, beaucoup de petits hôtels, un farniente qui est agréable à voir. Et ensuite, les villes historiques de Stolac. Stolac, c'est là où il y a les tombes Bogomil, un peu comme les Cathares, les Bogomil qui ont laissé leur empreinte à Stolac. Mostar, connu pour son pont, ce pont qui a été entièrement construit, et on voit encore les stigmates de la guerre. D'un côté de la rivière, le quartier croate, de l'autre côté, quartier bosniaque musulman. Et enfin, nous terminons par Sarajevo. Sarajevo qui brille de ses 1000 feux. Sarajevo qui a été très bien entretenu
et où il y a à la fois de très très belles mosquées, une synagogue assez connue que nous verrons, beaucoup de musées assez importants. Sarajevo, il faut le rappeler, qui était vraiment encore du temps de la Yougoslavie dans les années 80, là où c'était le symbole du bon vivre yougoslave. C'est là où sont nés les principaux groupes de rock yougoslaves, à une époque où on ne regardait pas qui était musulman, qui était orthodoxe, ou quoi que ce soit. Et malheureusement, ces groupes de rock, qui ont quitté la ville de Sarajevo, mais voilà, Sarajevo qui reste quand même une très belle ville entourée de montagnes. Voilà, voilà très rapidement notre périple du mois de juin. Merci Alexis. Alors, je vais regarder De rien. si on a d'autres questions. Alors, intégration des Balkans occidentaux dans l'Union européenne, point d'interrogation. Si. Ils sont tous, bon, j'en ai parlé pour la Serbie, mais en gros, le plan de l'Union européenne, c'est de faire rentrer Serbie et Monténégro dès 2028. Ensuite, à partir de 2034-36, Bosnie avec Macédoine. Ça va être très difficile pour la Bosnie, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, mais surtout des régions, des pays comme le Kosovo, à mon avis, c'est renvoyé au calendrier grec parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes pour que le Kosovo rentre dans l'Union européenne. Donc, la question, ce n'est pas tellement ce que fait l'Union européenne, c'est ce que font les autres pays. C'est que l'Union européenne a imposé de plus en plus de conditions, je pense à la Serbie, pour que ces pays-là rentrent dans l'Union européenne. Ben, ce qui est en train de se passer, c'est que ces pays sont happés par la Chine et la Russie, notamment, sans parler de l'Arabie ou des Émirats. Et donc, plus on attend, plus on impose des conditions. Bon, j'aurai l'occasion de vous en parler plus techniquement, mais on impose à ces pays des réformes qu'on n'a pas demandé à la Roumanie, par exemple, ou à la Bulgarie voisine. Donc, plus on impose des réformes et une sorte de normalisation, plus les entreprises et les États chinois ou d'Arabie saoudite ou turcs se frottent les mains et vous verrez sur place, ont une présence mais incroyable hein, dans les domaines politiques, militaires, culturels. Voilà, donc c'est l'enjeu principal hein, dans les prochaines années. D'accord. Ensuite, on a Patrice qui demande « Et la Slovénie et la Croatie, y a-t-il de grosses différences d'évolution actuelle ?» Alors, malheureusement, on ne peut pas tout faire, on n'ira pas en Slovénie, en Croatie, ce sera peut-être une prochaine fois, mais c'est magnifique. Hein. La Slovénie, c'est une petite Suisse, ils ont tout réussi. Si vous voulez, en gros, schématiquement, autant la Slovénie, c'est un mat de cocagne, alors je vais vous dire après pourquoi, autant en Croatie, ça se passe très très mal actuellement. Slovénie, c'était déjà sous la Yougoslavie la région la plus industrielle. Les fameux frigidaires Gorenje, qu'on a parfois chez nous, mais aussi les skis élans, etc. Donc, ils avaient l'habitude. Pour eux, le passage entre système socialiste et système capitaliste n'a pas été très difficile. Et puis, ils ont eu beaucoup d'aide de l'Union européenne. En plus, c'est un tout petit pays qui est à la fois maritime et montagneux. Non, vraiment, la Slovénie, a très bien réussi sa sortie de la Yougoslavie. Par contre, la Croatie, pourtant, alors, ça, il faudrait plus de temps, mais les Croates, ça fait 70 ans qu'ils cherchent, je ne pense pas aux Oustachis, mais après 45, la diaspora croate a travaillé énormément sur la sortie de la Yougoslavie. Et donc, on pensait qu'ils y arriveraient, mais les Croates ont été énormément déçus par l'intégration à l'Union européenne. Parce que, ce que je dis souvent quand je vais sur place, eux ne voient dans l'Union européenne que l'argent qui tombe du ciel. Donc, en gros, ils pensent, actuellement, tous les Serbes pensent ça, les Serbes, les Macédoniens, dès qu'ils rentrent dans l'Union européenne, ils gagneront tous 2000 €, sans beaucoup travailler, parce qu'ils ne travaillent pas énormément.
Moi, quand je demande des rendez-vous après 3 heures, il n'y a plus personne. Donc, ils pensent avoir les avantages de l'Union européenne, mais sans les inconvénients. Parce que quand vous leur expliquez qu'on paye des charges, qu'on paye des impôts, ben, ça, ils ne connaissent pas. Et donc, bon, alors il y a ça, mais il y a aussi le fait que, en fait, l'Europe, pourtant, qui a une charte quand même des droits et des libertés selon laquelle, ben, normalement, on n'aurait pas dû accepter la Croatie. Parce que la Croatie est rentrée en Union européenne en ayant expulsé sa principale minorité, les Serbes, et, donc en 95. Et surtout, les Croates n'ont pas éliminé les restes de l'oustachisme. Chaque année, à Knin, vous avez des gens en chemise noire, béret noir, qui fêtent l'État oustachi, qui était un des États les plus fascistes. C'est quand même étonnant que l'Union européenne ait accepté ça. Et donc, bon, en Croatie, le nationalisme est de plus en plus fort et il se développe sur un terreau vous l'avez compris, excusez-moi, mais de social, qui voit une majorité des Croates dans les sondages être très déçus de rentrer en Union européenne. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment aux antipodes, hein, l'intégration européenne de la Croatie et de la Slovénie. D'accord. Alors, prochaine question. Que pensez-vous du livre Les Balkans en 100 questions? Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Ah, Alors, je peux Jean-Arnaud citer. Derens, c'est un bon début. C'est un bon début, mais moi, au même moment, j'ai écrit Les Balkans en éclatement programmé, où j'essaie d'aller un peu plus loin, quoi. Donc, bon, les Balkans sans question, c'est bien pour commencer. Mais après, ben, il faut aller un peu plus loin. Pour approfondir le sujet. Pour approfondir le sujet, ben, j'aurai l'occasion de vous en parler. Alors, serait-il possible de proposer une bibliographie sur l'histoire de cette région? Merci. Oui, tout à Ah fait. oui, oui, ah ben oui, oui, volontiers. Bon, pas ce soir, mais d'ici quelques jours, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est Ouais. possible. Oui, oui, très bonne idée. Oui. Alors, bah, merci pour cette conférence très dense. Que pensez-vous de la perspective d'intégration des Balkans occidentaux dans l'Union européenne? Bon, ça, Oui, on en oui, a ça un petit revient. peu parlé. Mais si vous voulez, alors ça, vraiment, on fera toute une conférence sur cette question-là. Euh, L'Europe, c'est beaucoup perdu de temps. Je pense que maintenant, il faut vraiment que l'Europe aille beaucoup plus vite, parce que ma crainte, moi je le disais à l'école des hautes études, hein, dès 2008, ma crainte, c'est que si on fait comme avec les Balkans, ce qu'on a fait avec la Turquie, eh bien, ces pays-là iront l'un vers la Chine, l'autre vers la Turquie, et donc on aura une partie de l'Europe, puisqu'on est en Europe, l'Europe du Sud-Est, qui s'éloignera de l'Occident, ce qui serait tragique. Alors, j'expliquais pourquoi. Ça, je n'ai pas beaucoup insisté tout à l'heure, mais on en reparlera. Politiquement, vous prenez la Serbie, toutes les valeurs politiques modernes de la Serbie, à partir du moment où la Serbie renaît au XIXe siècle, sont des valeurs occidentales. Ces étudiants allaient étudier soit en Allemagne, soit après en France, à partir de 1900-1914. Donc, encore aujourd'hui, quand vous allez dans ces pays-là, vous rentrez dans une poste, tout est écrit en français, la francophonie, ça aussi, hein, qui étant menée en France, mais francophonie qui est quelque chose de très concret. Une poste dans les banques, on parle français. Donc, ça serait vraiment tragique de, de perdre ça. Je vous donne un exemple. On aura l'occasion de voir un monument unique à Belgrade, face à l'ambassade de France, d'ailleurs, qui est un des plus beaux monuments, un monument à la France, qui a été érigé en 1926, où est écrit « Nous aimons la France comme elle nous a aimés ». Ce monument, au moment des bombardements américains de l'OTAN sur la Serbie en 1999, a été recouvert d'un voile noir, mais dès le lendemain, le voile noir a été enlevé par les associations d'anciens combattants qui ont dit que l'amitié franco-serbe est bien plus durable et profonde que des contingences politiques. Non, je pense que l'Union européenne, et surtout nous, la France, doit vraiment
aller beaucoup plus vite que ça pour les intégrer, parce que sinon, ils risquent d'aller vers la Turquie, la Chine, pas la Russie, mais la Turquie ou la Chine. Voilà. Alors, il y a une personne, Josiane, qui a levé la main. Je ne sais pas si elle souhaite écrire sa question. Alors, je peux essayer d'autoriser son micro, peut-être, d'activer. Alors là, c'est activé. C'est à vous, Josiane, si vous souhaitez activer votre micro pour poser votre question, vous pouvez, hein. Alors, en attendant, il y a une dernière question. Vous dites que le Kosovo est un État failli, drogue, banditisme. Quelle source d'information avez-vous pour soutenir cette affirmation? Ah ben, ça, j'ai fait 2 rapports au Parlement européen que je pourrais vous fournir, hein. L'un en 2008 et l'autre en 2015, où on est allé sur place, on a fait une enquête de terrain. Il y a les rapports de l'OSCE aussi. Il y a, du point de vue journalistique, Carla Del Ponte, par exemple, le livre de Carla Del Ponte, hein, qui en parle, l'autobiographie de Carla Del Ponte, qui en parle très bien. Elle était ancienne procureure au TPI grec, un tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Elle a très bien décrit la mainmise des mafias et du mouvement de la guérilla d'Učeka sur le gouvernement du Kosovo. Voilà les sources principales, mais il y en a d'autres, hein. D'accord. Et cette théorie d'État failli, failed state, c'est une théorie née aux États-Unis, pour des États comme la Colombie, le Laos, mais beaucoup de géopoliticiens actuellement l'utilisent pour le Kosovo, hein. D'accord. Alors, ensuite, il y a Jacques qui pose la question, quelle est la difficulté physique du voyage? Bon, bah, il n'y a pas vraiment de... Ah ben oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Donc je l'ai fait plusieurs fois. Moi qui n'aime pas le bus, ça va. En fait, si vous voulez, les routes sont... Ce qu'il faut voir, dans ces pays-là, toujours, ils ont une opinion d'eux-mêmes qui est toujours mauvaise. Et tout est mieux ailleurs. Donc, il ne faut pas trop les écouter, mais les routes sont bonnes. C'est comme nos nationales à nous. Euh, Après, il n'y a pas de non, il faudra randonnée, c'est peut-être des parfois... balades. Oui, c'est ça. Aux frontières. Non, moi, ce qui est embêtant, c'est les frontières. Pas en permanence, mais bon, pas chaque jour. Mais en Bosnie, vous voyez, quand on ira du Monténégro à Bosnie ou quand on ira du Kosovo vers la Bosnie, il y a 2 frontières dans la journée. À chaque fois, on perd 20 minutes, faut montrer les passeports. On n'a plus l'habitude de ça, nous. Mais bon, comme on est français, ça se passe toujours très bien. Mais non, je réfléchis. Non, après, la difficulté physique du voyage, c'est pas un voyage où on va faire des grosses marches. Ça va être des balades, des Ah visites, oui, de ce point de vue, non, non, non. mais il n'y a Nos, pas nos- de... nos visites, c'est surtout très culturel, hein. C'est beaucoup Oui, de musées, de monastères, de mosquées. Vous voyez, non, 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 on fait très peu de marches. Ah oui, 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 tout à fait. C'est un voyage plutôt culturel oui, oui, voilà, que de c'est vrai, oui, marche, oui. etc. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Josiane, je vois que vous n'avez pas activé votre micro, donc peut-être que vous n'avez pas de questions. Pas facile. Voilà, et quelqu'un dit merci beaucoup encore pour cette conférence, hein, et vos explications avec des détails indispensables à la bonne compréhension des problèmes de cette région. Ah, mais c'est gentil, hein. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter, hein, Explorator. Vous pouvez encore consulter également notre site, hein, si vous souhaitez avoir plus de détails sur le voyage, n'hésitez pas. Hervé, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, mais j'ai retrouvé plein de choses que j'avais moi-même expérimenté lors de ce premier Ah oui, voyage il y a quelques années, mais avec évidemment comment dire, une substance plus nutritive grâce à Alexis. Donc merci Alexis pour ces ah ben développements non, je vous en prie, extrêmement c'est un plaisir. documentés. Mm. Voilà, et donc rendez-vous au mois de juin. Voilà, et il y a encore une Voilà. dernière question. Quel est le nom de votre livre? Ben, il y en a plusieurs en fait. Moi j'ai écrit Géopolitique de la Serbie aux éditions Ellipse.
Et après, les balcons en éclatement programmé chez Xenia. Et le dernier en date, il y a 2 ans, c'est les Balkans, un trou noir au cœur de l'Europe. Voilà, aux éditions Perspective Libre. D'accord, merci. Bah, ça, on pourra éventuellement le rajouter aussi à notre programme, comme ça fera une bibliographie D'accord. intéressante Ouais. pour les. Voilà. J'avais fait Eh aussi les ben, guides Petit Futé, c'est moi. Ben, le seul guide, c'est moi. Les Petits Futés Serbie-Monténégro, c'est moi. Les premiers. Après, il y a eu des. Et c'est moi qui les ai faits. Mais et à l'époque, je disais qu'on serait les seuls. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres maisons d'édition qui ont relevé le défi. Hein. ah oui. Mm. Bah, en tout cas, merci encore pour cette visioconférence. Merci à tous d'avoir suivi cette visioconférence qui sera donc disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez la revoir, n'hésitez pas. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne Merci. soirée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Donc à bientôt. Au revoir. Au revoir.